Alors donc, alors avant de rentrer hein, pour voir cette fameuse frise intérieure, donc on a cette façade donc ouest dont je parlais. Ici donc un clin d'œil, hein, et on terminera là-dessus sur. Je vois qu'il est déjà un petit peu l'heure. Donc l'Assemblée nationale. Hein, donc, et puis en fait aussi, donc, alors toujours l'Assemblée nationale à Paris, mais la reconstitution, donc là non plus en 3D, mais que les Américains se sont offertes, donc à Nashville, donc là vous avez grandeur nature, le Parthénon. Hein, donc voilà, reconstitué en 1897 hein, au parc du Centenaire à Nashville. Alors je vous parlais donc du musée de l'Acropole. Hein, donc là, on a le fronton ouest hein, dans ce musée, avec le second plan donc dans le fond, qui représente maintenant cette frise ionique, alors et non plus dorique, donc interne, hein, qu'on va étudier sans plus tarder, et qui serait donc le miroir de la raison. Alors, raison qui s'ouvre à l'espace de la démocratie. Et puis là, vous avez une illustration donc, qui vous montre qu'effectivement, la frise intérieure dont je vous parlais, elle est ici. Les métopes dont je vous parlais, c'était ceux de la frise donc, extérieure. Et puis vous avez donc là le fronton. Et donc la frise intérieure, donc, qui est finalement la plus célèbre parce qu'elle serait une innovation, non pas simplement stylistique, mais idéologique. En fait, elle est. Alors, je résume ainsi. Donc, alors que l'extérieur du temple illustre les mythes d'origine, que les rites célèbrent pour sauvegarder un passé à répéter, la frise intérieure de style ionique est quant à elle le miroir même du présent de la célébration qui ouvre un nouvel espace égalitaire, hein, c'est-à-dire que miroir même du présent de la célébration qui a lieu. Hein, elle représente en fait, elle est le miroir de la foule même qui se rend au temple. Hein, c'est-à-dire, elle les montre justement en train de célébrer, hein, mais sur un plan égalitaire que concrètement ils n'ont peut-être pas, mais qu'abstraitement, dans cet espace artistique, ils retrouvent. Hein, c'est-à-dire ce miroir, hein, que j'appelle donc celui de la raison, c'est celui de la raison démocratique. Hein, il est abstrait, hein, mais il ouvre un futur hein, qui va dépasser l'ordre figé du mythe. Alors donc, en fait, dans cet espace, donc, en fait, on verra que ces tableaux représentent un espace donc égalitaire. Hein, donc, cet espace égalitaire, il s'appelle isonomie. C'est le mot grec pour le définir, dans le sens où iso, hein, c'est l'égalité. Égalité par rapport à quoi? Par rapport à la nomos, à la loi, à la nomie. Hein. Égalité donc de droit, qui est en fait un partage de la souveraineté, ce que justement Zeus n'établit pas complètement. Hein, il équilibre son pouvoir, mais il reste toujours souverain et il n'établit pas une complète démocratie. Alors là, donc, espace égalitaire entre les hommes et les dieux. Là, vous avez donc une reconstitution aussi là, en image de ce que pouvait être donc l'inauguration donc de cette frise intérieure. Hein, donc vous avez donc Phidias qui montre à ses amis donc la frise ionique, hein, celle donc intérieure hein, du Parthénon. Et en fait, vous avez sans doute reconnu de dos Socrate et Alcibiade. Enfin moi, bien sûr, ça ne m'a pas échappé vu ma profession. Non, en fait, donc, on ne sait pas à quoi il pouvait ressembler. On sait que Socrate était particulièrement laid, mais là justement, on ne voit pas sa laideur. Et que Alcibiade était particulièrement beau. Mais donc, il serait sur la gauche du tableau. Hein, et puis en fait, donc associer effectivement la philosophie à cette frise intérieure, ça ne serait pas un hasard, parce qu'effectivement, la philosophie dépendrait aussi de ce nouvel espace démocratique où on est à égale distance du pouvoir grâce au droit, mais que ce rapport à égalité au droit est permis par un équilibre du temps de parole et de la parole. Donc d'ailleurs, il ne faudrait pas que je dépasse trop le mien si je peux
hein, vous rendre en retour cette parole. Donc je vais accélérer là sur la frise intérieure, parce que je voudrais conclure sur quelques interrogations. Alors en fait, donc, on peut dire que cette frise, donc, elle représente donc l'unité sociale et politique donc, de la ville, parce qu'en fait se mêlait dans un même mouvement continu et réaliste. Le réalisme est aussi important. Hein, si vous avez des questions, d'ailleurs on en reparlera, hein, mais il est essentiel, hein, c'est-à-dire que c'est un réalisme, on peut dire abstrait, hein, puisque hein, il renvoie bien donc un idéal qui n'est pas forcément hein, ce que vivent à ce moment-là les Athéniens, hein, mais le réalisme fait partie justement de cet égalitarisme, hein, cette idée que chaque individu a eu une importance semblable à celle de son prochain. Alors que par exemple dans les conventions égyptiennes que l'on connaît bien, hein, puisqu'elles étaient répétées à l'identique sur des millénaires, le réalisme était ignoré. Il y avait par convention, hein, le pharaon par exemple était toujours plus grand hein, puisqu'il était en même temps Dieu que tout autre individu. Alors là, donc, les individus sont peints de manière réaliste et donc dans une continuité hein, qui rassemble donc cavaliers, soldats, musiciens, citoyens, femmes, étrangers, représentants des alliés d'Athènes, ainsi que des animaux de sacrifice, avec donc les jeunes athéniennes ayant elles-mêmes cousu donc le péplos qu'elles allaient donc donner à la statue. Et alors là, donc, on a bien sûr encore hein, comment dire, un motif religieux, hein, mais donc qui serait donc complètement contrebalancé par rapport à cette manière de représenter donc les Athéniens hein, vraiment au sens large, hein, puisque vous avez même des étrangers, donc les hommes, on pourrait dire, donc à égalité avec les dieux, hein, dans une procession qui pourrait être complètement le miroir hein, de la raison démocratique. Alors, en interlude, je ne sais pas pour le temps ici, parce que j'aurai donc un petit interlude et puis quand même un petit questionnement final. Mais si vous êtes fatigué, on peut peut-être passer à des questions et à ce moment-là, hein, si vous avez un peu de temps. Parce que d'autrement, on n'a peut-être pas commencé vraiment à 14 heures. On peut... je fais l'interlude. Hein, alors l'interlude, en fait, ça va nous détendre un petit peu, hein, puisque en fait, on va revenir sur deux disputes, mais qui sont en fait, comment dire, qui sont célèbres, hein, mais dont je tire un petit enseignement, donc, ou un enseignement philosophique, ou disons un questionnement. Et on va dire qu'en philosophie, c'est la même chose. Un enseignement, c'est le questionnement. Alors la première dispute, c'est celle autour de la propriété des vestiges donc qui pourraient être originaires hein, du Parthénon. Parce que là, vous avez donc une image donc, qui est quasi surréaliste, hein, qui est celle donc, du musée de l'Acropole, qui effectivement donc, n'a plus que des morceaux, hein, donc qu'on pourrait dire, alors là, au sens où on l'a employé, complètement déterritorialisé hein, de ce que pouvait être donc, le Parthénon dans son unité. C'est-à-dire qu'on n'a plus que des fragments dispersés, hein, et puis on pourrait dire presque aux quatre coins du monde, puisque hein, vous en avez jusqu'en Angleterre. Et puis voilà, le musée donc, grec essaye de reconstituer un peu désespérément une unité perdue. Et on pourrait dire que cette unité, elle était forcément déjà perdue. C'est elle annonçait justement hein, cette séparation de cette priorité de l'enracinement hein, et de l'identité première originaire que défendait le mythe. À partir du moment où le Parthénon donc inaugurait autre chose, peut-être que c'était son destin entre guillemets hein, d'avoir une histoire qui était plutôt celle d'une errance justement et pas d'avoir un destin de pouvoir être conservé à l'identique. Alors donc, je parle donc d'une reterritorialisation impossible et d'une déterritorialisation qui est celle de la culture même qui commençait à s'inaugurer au Parthénon. Alors on peut parler d'une errance donc, et d'une fragmentation infinie,
qu'on retrouve, alors on pourrait dire, dans la modernité, qui est une culture du fragment, et on pourrait dire dans ce sens-là donc toujours de l'instabilité et de la crise, du déchirement, quoi. L'impossibilité de reconstituer ou de sauvegarder l'unité que donnait le mythe. Donc il y a aussi un rapport philosophique aussi à l'origine perdue que cherche à défendre Platon, ou à retrouver Platon, par rapport à la copie de copie, c'est-à-dire un monde de simulacres généralisés auquel je participe, là, en vous transmettant à mon tour des images d'images dont on ne sait plus quels sont leurs modèles, puis qui errent comme ça, donc, comme des doubles fantomatiques de cette unité impossible. Alors la question, c'est donc la perte irréversible d'une unité mythique originelle n'était-elle pas donc le destin paradoxal de l'ouverture à l'histoire et de l'invention d'une culture monde?